La Chine est l'usine du monde. Elle fabrique tout, des voitures aux smartphones, en passant par les machines et le fer. La Chine possède la plus grande économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, évaluée à 407 000 milliards de dollars. En termes nominaux, c'est la deuxième plus grande, avec un 192 000 milliards de dollars. Mais des problèmes attendent la Chine. Son moteur de croissance traditionnel, l'industrie manufacturière, ne fonctionne plus. Les fabricants quittent le pays, et les exportations de la Chine en souffrent. Cela laisse la Chine à la recherche frénétique d'alternatives pour éviter la stagnation ou le déclin. Comme vous le verrez bientôt dans cette vidéo, cela pourrait ne pas fonctionner. C'est un gros problème pour le Parti communiste chinois, parce que, comme vous le savez peut-être déjà, aucune entreprise n'est vraiment privée en Chine. Le Parti communiste chinois a la main dans tous les pots. Cela signifie que lorsque nous achetons des produits fabriqués en Chine, nous donnons en fait de l'argent au Parti communiste chinois, que Xi Jinping utilise ensuite pour intimider. Je sais que si vous regardez cette vidéo, vous n'acceptez pas que le Parti communiste chinois prenne l'argent que vous avez gagné durement. Mais c'est CE qui se passe, et ce n'est pas de votre faute. Vous voyez, sur des sites comme Amazon, il est presque impossible de savoir quel produit vient de Chine, parce qu'Amazon ne veut pas divulguer genre d'informations. J'ai demandé à Amazon d'ajouter cette fonctionnalité. Sans réponse. Nous avons donc créé notre propre solution. Nous avons développé ShopSafe, une extension qui indique l'origine de chaque produit sur Amazon. Vous pouvez donc maintenant prendre une décision éclairée sur ce que vous souhaitez acheter, ou non. Malheureusement, pour l'instant, cela ne fonctionne que sur environ 70% des produits du site, mais nous travaillons sans relâche pour que cela fonctionne bientôt sur tout. Et en plus de cela, l'extension est entièrement gratuite, et il n'y a aucun moyen pour nous d'en tirer de l'argent. Nous ne voulons pas gagner d'argent avec ça. Nous voulons juste devenir assez important pour qu'Amazon nous écoute et ajoute cette fonctionnalité à ce page produit. Je pense qu'Amazon ne m'écoutera peut-être pas, mais qu'ils écouteront peut-être ensemble. Donc, vous pouvez aller télécharger l'extension dès maintenant, en utilisant le lien dans la description, ou en scannant ce code QR qui s'affiche à l'écran. Utilisez-la, et laissez un avis pour la faire connaître. Ensuite, avec un peu de chance, Amazon verra cela, et ajoutera la fonctionnalité à leur site, et nous pourrons tous simplement supprimer l'extension. D'abord, revenons un peu en arrière, et essayons de comprendre comment la Chine est devenue si douée en fabrication. Cette histoire est incroyable, et montre aussi pourquoi la Chine d'aujourd'hui diffère tant de celle d'il y a 50 ans concernant son potentiel manufacturier. En 1978, Deng Xiaoping devient dirigeant suprême de la Chine après Mao Zedong. Il a lancé les politiques de réforme et d'ouverture qui ont transformé tout le pays. À l'époque, la Chine était un pays en retard, avec peu d'industrie et de prospérité pour son peuple. En réalité, c'est un euphémisme. 2 décennies plus tôt, des millions mouraient de faim lors de la grande famine chinoise. En raison des échecs de Mao, Deng Xiaoping a osé dépasser le communisme traditionnel et le maoïsme, ayant été purgé 2 fois par Mao durant la révolution culturelle. Il pensait que la Chine devait s'inspirer de quelques idées occidentales. Cela incluait marché libre, commerce international et esprit d'entreprise. Cependant, il ne pouvait pas appeler cela le capitalisme, en raison des sensibilités historiques de la Chine. Il a plutôt parlé d'économie de marché socialiste et de socialisme à caractéristiques chinoises. Deng Xiaoping a initié une zone économique spéciale sur la côte sud-est de la Chine, permettant aux entreprises étrangères d'investir et d'opérer selon les règles du marché libre. Peu après, ces zones économiques spéciales ont créé certains des pôles industriels les plus prospères de l'histoire. À cette époque, la Chine entretenait des relations assez étroites avec les États-Unis et l'Occident. En 1979, Deng Xiaoping a effectué une visite historique aux États-Unis. Voilà pourquoi il existe une photo célèbre d'un leader communiste chinois à un rodéo au Texas. Il consacrait aussi du temps à visiter des usines et rencontrer des chefs d'entreprise américains. Il fit de même avec le Japon, effectuant 2 visites inédites à Tokyo en 1978 et 1979. Il a comblé un grand fossé causé par l'invasion japonaise de la Chine durant la Seconde Guerre mondiale. Cela a permis à la Chine de se connecter avec les hommes d'affaires japonais, qui comptaient parmi les plus prospères du monde à l'époque. Il faut aussi rappeler que cela se déroulait en pleine guerre froide. La Chine n'appréciait pas l'Union soviétique à cause de l'impérialisme soviétique et de la menace à sa frontière nord, CE qui est ironique. Les États-Unis, le Japon et l'Europe n'aimaient pas non plus les soviétiques. Ils ont donc soutenu la Chine par des investissements commerciaux, comme stratégie anti-soviétique. Le soutien des autres nations a été crucial pour faire de la Chine le centre manufacturier du monde. Le fait que la Chine puisse devenir très puissante un jour et déclencher une nouvelle guerre froide n'était pas vraiment dans l'esprit de qui que CE soit à ce moment-là. En revanche, tout le monde s'intéressait à l'argent qu'on pouvait gagner en Chine. Ce vaste pays s'est soudain ouvert au commerce mondial.
En 1980, la Chine était déjà le pays le plus peuplé du monde, avec près d'1 milliard d'habitants. Les coûts de la main-d'œuvre étaient dérisoires selon les normes occidentales, les fabricants payant quelques centimes de l'heure. Tout le monde savait que la Chine, une fois son économie développée, deviendrait un des plus grands marchés mondiaux. Ainsi, tous les grands acteurs, y compris la plupart des entreprises américaines, s'y sont installés, d'abord lentement et prudemment. Mais après que la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, les entreprises se sont totalement lancées dans la délocalisation vers la Chine. Par entreprise, j'entends presque toutes celles qui fabriquent quelque chose. En électronique et technologie, la Chine contrôle désormais la fabrication des smartphones, ordinateurs, téléviseurs, électroménagers, batteries et éclairage. Elle a aussi contrôlé une grande partie des industries de l'habillement, chaussures et textiles maison. Et même les matériaux les plus basiques, comme l'acier, l'aluminium et le ciment, sont aujourd'hui principalement fabriqués en Chine. Il en va de même pour les produits chimiques, plastiques et pharmaceutiques. La Chine se tourne aussi vers les machines industrielles et outils. Bien que la Chine soit maintenant le premier constructeur automobile mondial, les faits étaient prévisibles et stupéfiants. Le produit intérieur brut chinois est passé de 14 000 à près de 19 000 milliards de dollars depuis son entrée à l'Organisation mondiale du commerce. Sur la scène mondiale, la Chine n'était plus en retrait. Elle est devenue la principale rivale des États-Unis et vise le statut de superpuissance mondiale. L'ancien secrétaire d'État Anthony Blinken a qualifié la Chine de plus grand défi géopolitique du XXIe siècle. Avec le projet Belt and Road Initiative, la Chine utilise ce revenu d'exportation pour accroître son influence mondiale. La Chine finance aussi une expansion militaire majeure qui menace l'équilibre des pouvoirs en Asie. Si les tendances se poursuivent, la Chine pourrait bien devenir le pays le plus puissant du monde en seulement quelques décennies. Mais c'est un grand si. En 2025, la situation de la Chine se détériore. Son industrie manufacturière, moteur de sa croissance, s'arrête. Là où l'industrie manufacturière de la Chine représentait 32% du produit intérieur brut en 2011, elle est en déclin rapide et ne représente plus que 25% du produit intérieur brut aujourd'hui. La croissance du secteur manufacturier stagne depuis 2021 à cause des effets de la pandémie et de la guerre commerciale, et la récession est loin d'être terminée. Récemment, la production des usines a chuté à son plus bas niveau en 8 mois. Surtout, l'économie chinoise est dans une grosse bulle. La dette croissante soutient l'économie chinoise et son secteur manufacturier. On évoque des milliers de milliards de dollars. Cette dette devient un problème majeur. Si cela s'effondre, la domination manufacturière chinoise pourrait chuter. Nous en parlerons plus tard. D'abord, il faut revenir aux bases de l'économie manufacturière chinoise, là où les problèmes commencent. L'industrie manufacturière chinoise repose sur la main-d'œuvre la plus nombreuse et la moins chère. En 1979 lors de la réforme, puis en 2001 à l'entrée à l'Organisation mondiale du commerce, c'était toujours le CEAS. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Regardez ce graphique sur le salaire annuel moyen dans l'industrie manufacturière chinoise. En 2013, il gagnait 46 000 yuans chinois. 10 ans plus tard, ce chiffre dépasse 108 000 yuans chinois. Aujourd'hui, cela représente encore environ 15 000 $, bien moins qu'aux États-Unis. Mais CE n'est clairement plus aussi abordable qu'avant. D'autres pays proposent des salaires de quelques milliers seulement, concurrençant ainsi fortement la Chine. Pendant ce temps, la Chine n'est même plus le pays le plus peuplé. L'Inde a dépassé la Chine et est devenue le pays le plus peuplé du monde. Mais CE n'est pas seulement que la population chinoise vieillit rapidement, avec un âge médian déjà proche de 40 ans. Une part croissante de la population prend sa retraite et ne peut plus travailler en usine. La Chine compte déjà 225 retraités pour 100 actifs. C'est CE qu'on appelle le taux de dépendance des personnes âgées. D'ici 2050, cela pourrait atteindre 51 retraités pour chaque 100 personnes en âge de travailler, selon l'Organisation des Nations Unies. C'est vraiment mauvais pour l'économie, surtout parce que la population diminue également à un rythme alarmant. L'an dernier, la Chine a perdu 139 millions d'habitants à cause de la faible natalité, et le phénomène s'accélère. Cela impacte déjà la production manufacturière. Il y a 3 ans, une enquête en Chine montrait que 80% des fabricants faisaient face à des pénuries de main-d'œuvre, représentant 10 à 30% de leurs besoins. Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale estime que la pénurie de main-d'œuvre pourrait atteindre 30 millions cette année. La situation empire car la jeune génération refuse de travailler en usine. La plupart sont maintenant très instruits, 60% étant inscrits dans le supérieur. Ils souhaitent un emploi mieux payé et refusent de travailler à la chaîne. Mais il y a un énorme décalage parce que la Chine n'a pas assez d'emplois de col blanc. Ainsi,
Le chômage des jeunes reste élevé, malgré une pénurie de main-d'œuvre dans les emplois manufacturiers de col bleu. Pourtant, les problèmes du marché du travail ne sont même pas les plus menaçants. Pire encore, la guerre commerciale avec les États-Unis, l'un des principaux clients de la Chine, résulte en partie d'un simple calcul géopolitique. Les États-Unis craignent que la Chine ne prenne le rôle de superpuissance mondiale, et ils essaient d'empêcher cela en exerçant une pression économique. Les manœuvres géopolitiques de la Chine avec l'initiative La Ceinture et la Route renforcent la méfiance envers Pékin et opposent les États-Unis à la Chine. Il en est de même pour l'agressivité chinoise en mer de Chine méridionale et la menace contre Taïwan. Il est très clair que la Chine d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 20 ans. À l'époque, la Chine n'était pas assez puissante pour menacer l'ordre mondial. Aujourd'hui, elle est devenue de loin la plus grande menace pour la sécurité, mais il n'y a pas que la politique de puissance qui compte ici. Les États-Unis défendent aussi leurs intérêts économiques, tandis que la Chine n'a pas été équitable avec son partenaire commercial. La délocalisation vers la Chine a démantelé une grande partie de l'industrie américaine, supprimant 37 millions d'emplois entre 2001 et 2018. La Chine a pris une grande partie de la part de marché manufacturière mondiale des États-Unis. Le plus grave, c'est qu'en cédant sa production manufacturière, l'Amérique s'est heurtée à une porte close en Chine. Il est extrêmement difficile pour les entreprises américaines de commencer à vendre des produits en Chine. Elles sont confrontées à des réglementations compliquées qui favorisent les entreprises chinoises et, pire encore, à des entreprises chinoises qui copient tout. Le Congrès américain estime que chaque année, les entreprises chinoises volent entre 225 et 600 milliards de dollars de propriété intellectuelle. Elles agissent ainsi depuis des décennies, volant des conceptions américaines, des secrets commerciaux et des recherches. Mais les entreprises américaines ne peuvent rien faire, car le Parti communiste chinois soutient volontiers les entreprises chinoises agissant ainsi. Le gouvernement chinois accorde aussi de nombreuses subventions et avantages à la CES industrie. Cela peut sembler être un problème interne, mais les autres pays n'aiment pas cela parce que cela fausse le libre marché. Les entreprises étrangères, qui ne bénéficient pas de ces genres de soutien, commencent à avoir des difficultés. La Chine pourrait subventionner pour évincer la concurrence étrangère et obtenir des monopoles dans des secteurs clés. En additionnant tout cela, on voit que le déficit commercial de 295 milliards de dollars des États-Unis avec la Chine n'est pas qu'une question économique. C'est la Chine qui essaie d'arnaquer son principal concurrent. Maintenant, tout le monde comprend que lorsque vous ne jouez pas franc jeu, les gens vont réagir de la même manière. Après la hausse des tarifs décidée par Trump, la Chine doit maintenant en subir les conséquences. Les tarifs menacent l'un des secteurs clés de l'économie chinoise, l'industrie manufacturière dépendante des exportations. En 2024, la Chine a exporté 36 000 milliards de dollars, dont 439 milliards, vers les États-Unis. Mais probablement bien plus. Il faut prendre en compte les effets du réacheminement des exportations chinoises vers des pays comme le Vietnam, Hong Kong, Singapour, le Mexique et le Canada. Cela évite les droits de douane et soutient indirectement l'économie chinoise. Même si le chiffre de 1000 milliards de dollars avancé par Trump pour l'excédent chinois semble exagéré, les exportations réelles de la Chine dépassent les données officielles. Cela rend la Chine dépendante des États-Unis. D'après Goldman Sachs, près de 16 millions d'emplois en Chine concernent la fabrication pour les États-Unis. Cela équivaut à 2% de tous les emplois en Chine et plus de 10% des emplois manufacturiers. La Chine va clairement subir un choc à cause de la guerre commerciale avec les États-Unis. Cependant, cela ne marquerait pas la fin de l'industrie manufacturière chinoise. CE serait encore pire pour la Chine de perdre son commerce avec les marchés européens et asiatiques. La Chine exporte actuellement un peu plus vers l'Union européenne que vers les États-Unis, et SES exportations vers les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est en Asie du Sud-Est dépassent à la fois celles vers les États-Unis et l'Union européenne. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et la Russie sont aussi des marchés clés pour la Chine. Même si CE n'est encore que modéré, le commerce de la Chine avec l'Amérique du Sud et l'Afrique est un axe majeur de croissance. Cependant, CES marché d'exportation présente des risques pour la Chine, car plusieurs pays asiatiques se méfient de ceux sans ambition géopolitique. Cela inclut le Japon, l'Inde, le Vietnam et les Philippines, qui ne veulent alors pas que la Chine domine militairement la région Asie-Pacifique. La mer de Chine méridionale est une source de conflit entre la Chine, Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et les Philippines. La mer de Chine méridionale est une voie maritime majeure, assurant un tiers du commerce mondial. La région a également une grande valeur stratégique militaire, en particulier sur les îles Spratleys et Paracels. La mer contient aussi d'importantes réserves de pétrole et de gaz que la Chine évalue à 60 000 milliards de dollars. Si c'est vrai, cela pourrait soutenir l'économie chinoise durant des décennies. Mais évidemment, les autres nations de la région n'accepteront pas que la Chine tente de s'emparer de leurs ressources. Ils refuseront aussi la domination militaire chinoise, une grande menace pour la sécurité régionale. Donc,
En période de troubles géopolitiques, la Chine pourrait perdre son accès à CES, marchés asiatiques vitaux. Tous les partenaires commerciaux de la Chine, y compris les États-Unis, défendent leurs propres intérêts économiques. Ils souhaitent développer leurs économies, créer des emplois et éviter un déficit commercial constant avec la Chine. Et oui, un déficit commercial ne dit pas tout. La plupart des économistes s'accordent à dire que les déficits commerciaux ne sont pas intrinsèquement mauvais, surtout pour les économies développées. Pour l'Inde, le Vietnam ou l'Indonésie, CE n'est pas idéal. Ils ont des salaires plus bas que la Chine, donc idéalement ils devraient faire la fabrication, vendre leurs produits à l'étranger et faire croître leurs économies grâce à cela, pas l'inverse. Évidemment, la Chine ne veut pas que d'autres pays aient une part du gâteau, et ils essaient depuis longtemps de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. Mais cette époque pourrait être révolue. La position de la Chine dans l'industrie manufacturière à l'international est en déclin, et le déplacement hors de la Chine a commencé. Cela concerne surtout les secteurs à faible valeur ajoutée comme le textile, l'habillement et l'assemblage, très dépendants de la main-d'œuvre. Parce que la Chine a perdu l'avantage du faible coût de la main-d'œuvre. Sa part dans CES catégorie de produits est passée de 40% en 2013 à moins de 32% aujourd'hui. L'un des pays qui concurrence l'industrie manufacturière chinoise est l'Inde. Sa population active atteint 961 millions dépassant la Chine et SES 858 millions. Les salaires manufacturiers sont parfois 7 fois inférieurs à ceux de la Chine, selon les régions. Pour la production bon marché nécessitant beaucoup de main-d'œuvre, l'Inde a de meilleurs fondamentaux que la Chine. Ainsi, les grandes marques, dont Apple, déplacent vite leur production de Chine vers l'Inde. C'est aussi un jeu géopolitique, car les entreprises ne veulent plus être trop dépendantes de la Chine à cause des risques associés à ces pays. En cas d'invasion de Taïwan, elles ne veulent pas rester bloquées en Chine. À terme, l'Inde pourrait imiter des industries chinoises et devancer Pékin. CE serait désastreux pour la puissance chinoise, car un grand rival serait juste au sud. Ce pays n'est pas non plus favorable à la Chine, en raison d'un vieux différend frontalier avec Pékin. Et l'alliance de la Chine avec le Pakistan, le plus grand ennemi de l'Inde, n'aide pas non plus. Non seulement l'Inde remplacera la Chine dans la fabrication, mais le Vietnam devient aussi un centre de production important, parce qu'il fabrique les mêmes choses que la Chine, mais à moindre coût. L'industrie manufacturière est le pilier du miracle économique vietnamien, avec une économie doublée en 10 ans, et un produit intérieur brut ayant augmenté de 71% l'an dernier. Beaucoup d'entreprises étrangères, dont Samsung, NVIDIA et Google, externalisent leur production au Vietnam. D'une certaine manière, le Vietnam est le meilleur exemple d'un pays ayant copié le modèle de croissance chinois. Il a un type de gouvernement similaire, avec un parti communiste qui a abandonné l'ancien communisme pour adopter l'économie de marché. Mais d'une certaine manière, le Vietnam le fait même mieux que la Chine. Ils produisent pour l'exportation, et misent aussi sur la consommation intérieure pour stimuler la croissance, contrairement à la Chine. Comme nous le verrons, le manque de consommation intérieure est un problème majeur en Chine, mais pas au Vietnam. D'autres pays d'Asie comme le Bangladesh, la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines pourraient aussi concurrencer la Chine. Ils bénéficient tous de salaires plus bas et d'une position géopolitique plus neutre. Même s'ils n'ont pas la population de l'Inde ou de la Chine, ils ont assez de main-d'œuvre pour dominer certains secteurs de niche. Le Bangladesh est déjà très compétitif dans le secteur des vêtements prêts à porter, et la Thaïlande se débrouille bien dans l'automobile et l'électronique. L'Indonésie produit beaucoup de matières premières, et les Philippines exportent beaucoup de semi-conducteurs et de circuits intégrés. Actuellement, ils importent encore beaucoup de choses de Chine, car la Chine est tellement grande qu'elle peut créer une économie d'échelle dans toute CES industrie. S'ils travaillent intelligemment ensemble, ils peuvent rattraper leur retard. Fait intéressant, le Mexique concurrence aussi la Chine. CE n'est pas seulement que les salaires au Mexique sont moins élevés, mais le pays a aussi un accès facile au marché américain grâce à l'accord États-Unis, Mexique-Canada, l'accord États-Unis, Mexique-Canada. En raison des tensions de la guerre commerciale États-Unis-Chine, de nombreux fabricants privilégient la relocalisation de la production. Cela comprend les principaux constructeurs automobiles mondiaux, tels que Ford, General Motors, Toyota, BMW, ainsi que Procter & Gamble, Caterpillar et Honeywell. L'industrie manufacturière mexicaine pourrait encore gagner des parts de marché mondiales, soutenues par la plus grande économie mondiale. En résumé, l'industrie manufacturière chinoise fait face à de nombreux problèmes, du marché du travail aux guerres commerciales et à la concurrence. Mais en regardant les chiffres, l'économie chinoise a encore cru de 5% l'an dernier. Les problèmes ne sont donc pas si graves, n'est-ce pas ?
Eh bien, c'est plus complexe que cela. Vous voyez, la Chine pourrait déjà être entrée dans une crise manufacturière, mais c'est que le Parti communiste chinois fait tout pour la cacher. Pour comprendre, examinons le déficit budgétaire chinois. En gros, le gouvernement chinois utilise la dette pour dépenser plus que CE qu'il perçoit par les impôts, offrant ainsi une bouée de sauvetage aux industries, y compris le secteur manufacturier. Ces dépenses par endettement sont faites à plusieurs niveaux par Pékin, mais surtout par les gouvernements locaux pour soutenir leurs économies. En 2024, le déficit du gouvernement a atteint 65% selon Fitch. Rhodium l'évalue à 77%. En 2025, le déficit pourrait s'élargir à 8 ou 9%. Pendant ce temps, ils dépensent tout cet argent simplement pour atteindre des taux de croissance du produit intérieur brut de 5%. Dépenser 8% du produit intérieur brut pour seulement 5% de croissance ne paraît pas vraiment sain. On dirait une stratégie privilégiant la croissance immédiate au détriment d'une future crise de la dette. C'est inévitable dans un système économique comme celui de la Chine. Les responsables locaux sont promus ou rétrogradés selon leur réussite à atteindre les objectifs de produit intérieur brut. Et bien sûr, ils vont dépenser autant qu'ils le peuvent pour y parvenir. Le problème, c'est que la situation de la dette en Chine devient un gros problème. La dette nationale devrait atteindre 96% du produit intérieur brut cette année. Bientôt, la Chine aura une dette comparable aux États-Unis par rapport au produit intérieur brut, sans avoir atteint leur développement ni leur solvabilité. Mais les 96% n'incluent pas la dette cachée de la Chine, issue des véhicules de financement locaux ou des entreprises publiques. Bien qu'elle soit classée comme dette d'entreprise, elle est en réalité contrôlée par les gouvernements locaux ou centrales. À Pékin, les véhicules de financement locaux totalisent 66 000 milliards de yuans, soit 9 000 milliards de dollars de dette, selon Bloomberg. Rien que cela représente plus de la moitié du produit intérieur brut. Les entreprises publiques augmentent fortement la dette totale des entreprises à 172% du produit intérieur brut, CE, qui n'est pas vraiment une dette d'entreprise. En additionnant les dettes non financières de la Chine, ménages, entreprises, gouvernements, on atteint 312% du produit intérieur brut. Ce niveau d'endettement alerte sérieusement. La Chine ne peut plus utiliser la planche à billets pour régler ses problèmes. Sans plan de relance, équivalent à 9% du produit intérieur brut, l'économie chinoise risque de stagner ou de décliner. Surtout l'industrie manufacturière qui reçoit beaucoup de subventions et de soutien gouvernemental. Cela laisse la Chine à la recherche d'une alternative pour la croissance économique. Et cette alternative est simple. Cela s'appelle la consommation intérieure. Les entreprises doivent produire pour le marché chinois. Et les ménages doivent acheter plus de CES biens et services. Parce que lorsque les ménages chinois dépensent, comme le font les ménages américains, sa vaste population pourrait contribuer à créer le plus grand marché du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais cela ne va pas se produire si rapidement. Le modèle économique chinois présente des défauts, notamment la négligence de la consommation pendant des décennies. Tout reposait sur l'investissement et la production, avec le Parti communiste chinois, qui fixait des objectifs aux gouvernements locaux, lesquels devaient construire des usines, des infrastructures, de l'immobilier et augmenter les exportations. Ce modèle unique de socialisme aux caractéristiques chinoises a fonctionné pendant longtemps. En économie, il ne suffit pas de créer de la croissance. L'offre doit suivre la demande. Mais en Chine, ils se sont concentrés avant tout sur l'offre. La consommation privée a pris du retard, et elle représente actuellement moins de 40% du produit intérieur brut. Comparez cela aux 68% du produit intérieur brut aux États-Unis. Si la Chine comblait ces retards, cela compenserait les difficultés du secteur manufacturier. Cependant, il est difficile de transformer l'économie chinoise en économie axée sur la consommation. C'est sans doute plus dur que faire de la Chine l'usine du monde. Actuellement, l'économie chinoise produit plus qu'elle ne peut consommer localement. La Chine produit environ 20 milliards de vêtements par an, bien plus que CE que consomment ses habitants. La Chine exporte 45 milliards d'appareils électroménagers par an, bien plus que CE que ce foyer pourrait acheter. Idem pour les 17 milliards de téléphones, 340 millions d'ordinateurs portables et 45 milliards de puces fabriquées en 2024. Elle en exporte la majorité. Mais avec des exportations stagnantes, la Chine doit reconstruire son économie. Pour fabriquer des choses dont les ménages chinois ont réellement besoin et qu'ils veulent acheter, et c'est un grand défi. Tout d'abord, les ménages chinois devraient d'une manière ou d'une autre dépenser plus d'argent. Le taux d'épargne des ménages, il est très élevé, à 32%, soit 32 yuans économisés pour 100 gagnés par les consommateurs chinois. Dave Ramsey serait fier. L'épargne des ménages en Chine a récemment atteint un record de 140 000 milliards de yuans, soit 19 000 milliards de dollars. Donc, il y a plus d'argent qui dort à la banque que CE que le pays gagne en une année.
C'est contre-productif pour l'économie chinoise, car les ménages doivent dépenser et consommer davantage. À titre de comparaison, aux États-Unis, les ménages n'épargnent que 45% de leurs revenus. C'est pourquoi les États-Unis, avec seulement 4% de la population mondiale, consomment environ un tiers des ressources mondiales. Comme le montre l'exemple de l'Amérique, la consommation est un pilier clé de la croissance économique, aux côtés de l'innovation et de l'investissement. Maintenant, les raisons pour lesquelles les ménages chinois épargnent beaucoup d'argent sont complexes. C'est un mélange de culture chinoise, de prix immobiliers élevés, d'investissements en éducation et d'autres facteurs. Pour le moment, il est difficile de changer ces choses. Cependant, il est évident que lorsque les ménages gagnent plus d'argent, ils dépensent aussi plus. Aujourd'hui, les ménages chinois perçoivent peu de revenus. Officiellement, le 13 000 $, le revenu disponible par habitant, l'argent réellement dépensé, est seulement de 41 000 yuans, environ 5 700 $. Alors, où va cet argent ? Eh bien, la réponse est simple. En Chine, les entreprises conservent une grande partie de l'argent qu'elles gagnent afin d'investir et d'atteindre les objectifs de croissance fixés par le Parti communiste chinois. Cela maintient les salaires à un niveau bas, CE, qui entraîne une faible consommation. Maintenant, le Parti communiste chinois commence lentement à prendre conscience de cette réalité. On en est arrivé au point où le Parti communiste chinois subventionne des produits comme les micro-ondes et les lave-vaisselle simplement pour stimuler la demande intérieure. Mais il est peut-être déjà trop tard, comme le montre l'exemple du Japon. Vous voyez ? C'est frappant de constater à quel point il y a de similitudes entre les deux. Dans les années 1980, le Japon était sur le point de devenir la plus grande économie du monde, ou du moins beaucoup de gens le pensaient. En 1995, le produit intérieur brut du Japon était de 55 000 milliards de dollars, proche des 76 000 milliards des États-Unis. La principale raison était l'industrie manufacturière incroyablement performante du Japon, avec d'énormes exportations. Mais ensuite, l'économie japonaise s'est retrouvée au point mort dans CE qu'on appelle les décennies perdues. Tout a débuté avec l'effondrement d'une bulle spéculative sur les actifs. Ensuite, la croissance de l'industrie manufacturière s'est arrêtée, et la production japonaise n'a jamais retrouvé le niveau de 1995. Et les raisons sont familières. La population japonaise a diminué, provoquant hausse des coûts de main-d'œuvre et pénurie de travailleurs. Les concurrents du Japon, surtout la Chine, gagnent des parts de marché. Les États-Unis, principal marché d'exportation du Japon, se sont lassés des pratiques commerciales déloyales japonaises. Les Américains craignaient la supériorité économique du Japon, CE qui a accru le ressentiment anti-japonais. Par patriotisme, les Américains ont moins acheté de voitures et d'appareils japonais. Aujourd'hui, le pays gagnant est évident. Les États-Unis ont maintenant un produit intérieur brut 7 fois supérieur à celui du Japon. Bien sûr, l'histoire ne se répète jamais exactement, mais il y a de nombreux points communs entre le Japon des années 1990 et la Chine d'aujourd'hui. Si la Chine vivait ses propres décennies perdues, CE serait catastrophique pour le Parti communiste chinois. D'abord, la légitimité du Parti communiste chinois repose sur un contrat social simple. Les citoyens chinois abandonnent leur liberté politique pour que le gouvernement leur assure la prospérité. Leur dirigeant peut être dictateur tant qu'il est bon, c'est le paternalisme gouvernemental. Quand l'économie ne croît plus et que chaque génération ne s'enrichit pas, cela met le contrat social sous pression. Plus la situation économique est mauvaise, plus l'opposition au Parti communiste chinois est forte. Cela force le Parti communiste chinois à renforcer la répression et à devenir plus autoritaire. Cela pourrait aussi être la raison pour laquelle le Parti communiste chinois essaie de trouver des distractions. Certains analystes estiment que Xi Jinping pourrait attaquer Taïwan en période difficile pour renforcer le soutien national. Cependant, une crise économique affecterait également CE que la Chine pourrait faire sur le plan militaire. Xi Jinping vise à créer d'ici 2049 une armée mondiale capable de rivaliser ou surpasser celle des États-Unis. Pour y parvenir, la Chine compte sur sa puissance économique pour dépenser des centaines de milliards de dollars dans le développement de son armée. Mais lorsque l'économie chinoise ralentit, il devient difficile de rattraper la puissance militaire américaine. Et cela rend très difficile pour le Parti communiste chinois d'atteindre ses objectifs politiques de domination dans la région Asie-Pacifique et au-delà. Et le manque d'argent pour l'expansion militaire n'est pas la seule raison à cela. La Chine utilise la diplomatie économique pour accroître son influence mondiale via le commerce et l'investissement. Mais cela ne fonctionne que tant que l'économie se porte bien. Quand la Chine n'a plus rien à offrir, ces pays cessent de s'intéresser à Pékin. Pendant ce temps, d'autres pays, comme l'Inde et le Vietnam, peuvent rattraper leur retard car ils commencent à reprendre la production manufacturière. Cela accroît leur pouvoir économique et réduit l'influence régionale et mondiale de la Chine. C'est une très bonne nouvelle pour les États-Unis. Washington aime voir un nouvel équilibre des pouvoirs en Asie, sans qu'aucun pays ne prenne le dessus. Pour la Chine, c'est un scénario terrible. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Et merci d'avoir regardé. Regardez.